Bonjour, Monsieur Ganassia. Er ist der Leiter der ACSA-LIP 6 Forschungsgruppe an der Sorbonne. Monsieur Ganassia, wir sind sehr gespannt, was Sie uns jetzt zum Denken hinterlassen und zum Rumkauen und ob es ähnlich provokant wird wie das von Herrn Gasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai la rude tâche de terminer cette demi-journée juste avant le déjeuner et je vais essayer de discuter de cette notion de souveraineté à l'ère du numérique ou de souveraineté numérique, et je pense que c'est vraiment la question que l'on va se poser. Alors, comme l'orateur précédent, en tant qu'universitaire, je vais essayer de mettre en cause cette notion de souveraineté, mais je vais le faire à la française, c'est-à-dire de façon cartésienne, en repartant de l'origine de la souveraineté, d'un sol stable, voilà. Et donc, je vais vous rappeler très brièvement, vous le savez tous, ce qu'est cette notion de souveraineté, d'où elle vient. Vous savez que cette idée a été introduite il y a pas mal d'années, plusieurs siècles, comme étant le fondement de l'état de droit, avec des théoriciens comme Baudin, comme Rousseau, un Suisse, comme Locke, un Anglais. Et quelle est cette notion de souveraineté ? L'étymologie renvoie au souverain, à ce qui est le plus haut, mais la souveraineté au sens politique est quelque chose de différent. C'est une idée d'abstraction. Si on veut avoir une liberté collective, on va instituer un point nodal qui sera au-dessus de tous et qui sera le représentant de tous, globalement, et on va se plier à cela. Alors, je vais essayer de rappeler ici, vous vous souvenez, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, où la notion de souveraineté est exprimée. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable. C'est de cela, bien sûr, dont il est question. Ça veut dire que l'individu, en tant que membre du souverain, a tout pouvoir. Alors, bien sûr, il y a une distinction entre le citoyen qui est souverain et puis l'individu particulier qui peut s'opposer au souverain. Et bien sûr, ça a donné naissance à toutes les théories politiques de l'état de droit. Et on les retrouve, bien sûr, à la fois dans nos pays démocratiques. Alors ça peut être avec des petites variations. Par exemple, la compréhension de la souveraineté n'est pas tout à fait la même en France et dans les pays anglo-saxons. Mais il y a, dans toutes ces théories de la souveraineté, un certain nombre de fonctions régaliennes qui sont celles de la défense, la diplomatie, la sécurité intérieure et la police, tout ce qui est relatif à la finance, par exemple battre monnaie, la justice, ça ce sont les attributs régaliens de la souveraineté, auxquels on peut ajouter quelques attributs dérivés, comme par exemple la santé ou l'éducation. Mais ça dépend bien sûr des pays. Par exemple, aux États-Unis, l'éducation et la santé ne relèvent pas de ces attributs régaliens. En France, nous y sommes très attachés, et je pense qu'en Allemagne aussi. Alors, ce que je voudrais faire dans la suite, c'est d'abord se demander ce qu'est cette souveraineté à l'ère du numérique. Et pour ça, je vais prendre le titre d'un ouvrage qui a été écrit il y a une dizaine d'années par une personnalité assez forte en France, qui est un directeur de chaîne de radio, Skyrock, qui a bénéficié de la libération des médias en 1980 pour monter ce qu'on appelait une radio libre, et qui ensuite a eu un très grand succès. Et dans les années, à la fin disons 2010 à peu près, il s'est rendu compte que la dérégulation pouvait avoir des effets problématiques. Cela a conduit à écrire un livre, La souveraineté numérique, qui a eu un certain succès. Et dans ce livre, justement, il se demande qu'est-ce que c'est que la souveraineté et quels sont les problèmes que ça pose. Et il évoque une notion qui a été évoquée par le précédent orateur, qui est extrêmement importante, c'est celle de déterritorialisation. Pour le dire de façon très claire, avec le numérique, nous sommes face à un défi. L'axiome de l'état de droit, tel qu'il a été exprimé par les différents théoriciens que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'était qu'il y avait coextension de l'État et du territoire. Or, aujourd'hui, avec le numérique, le territoire est traversé d'influences diverses. Et ça a un nombre incalculable de conséquences que nous devons prendre en considération dans le monde moderne. Alors, première chose, des analogies entre
Ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, mais de façon un tout petit peu différente. Des analogies qui existent entre les lois sur les mers, les lois, les traités qui ont existé depuis très longtemps. Donc on est bien sûr sur des objets flottants, si ce n'est sur des flux, les lois sur les mers, et puis les lois de régulation du cyberespace. Première chose. Deuxième aspect que mentionne Pierre Bélanger dans son livre, qui me semble extrêmement important pour bien comprendre quels sont les enjeux contemporains, c'est ce qu'il appelle le pouvoir du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance du réseau, la puissance des opérateurs est liée au nombre de nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez n nœuds, vous avez potentiellement n au carré connexions entre les nœuds. Ça veut dire que plus vous avez un réseau important, plus la puissance augmente, mais de façon quadratique. C'est vraiment central, on reviendra là-dessus, parce que je pense que c'est pour ça qu'effectivement la notion de souveraineté européenne est importante. Et puis troisième chose sur laquelle il insiste, c'est sur l'exercice de la souveraineté numérique. Et celle-là, elle est relative à tout un tas de questions qui sont des questions nouvelles, qui n'existaient pas à l'ère des Lumières. On l'a évoqué ce matin, je vais très rapidement l'évoquer, les questions de la propriété des données, de la gestion des données, la question du cryptage des données, de la cybersécurité, etc. Tout ça sont des questions essentielles. Et je voudrais terminer en se demandant, est-ce que la souveraineté numérique et la souveraineté sur le numérique. Et le terme souveraineté numérique est un tout petit peu ambivalent, puisque j'ai dit, le souverain, c'est celui qui est au-dessus. La souveraineté numérique, ça voudrait dire que le numérique est au-dessus de tout le reste, qu'il est au-dessus des États, qu'il est au-dessus du politique. Et c'est bien sûr ce qui risque de se produire aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce à quoi il faudrait appeler, ça n'est pas une souveraineté numérique, même une souveraineté numérique européenne, c'est une souveraineté sur le numérique. Et c'est cette question, bien sûr, qui est importante. Alors, pour essayer de bien comprendre les enjeux, ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre les attributs régaliens de la souveraineté et de montrer en quoi, avec le numérique, ils sont mis au défi. Et donc, j'ai pris les 5 grands attributs de la souveraineté et on va voir quels sont les problèmes que cela pose. Et puis ensuite, on reviendra. Alors, je vais y aller un tout petit peu rapidement. Ah oui, j'ai mis sur le slide, la souveraineté numérique est un oxymoron. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a un double sens. Alors, donc, revenons maintenant sur ces attributs régaliens de la souveraineté que j'ai énoncés tout à l'heure. La diplomatie, la finance, la justice, la sécurité intérieure, la défense, plus d'autres attributs comme la santé et l'éducation. Alors commençons par les premiers, la diplomatie, la finance et la justice. Vous voyez que la diplomatie, vous avez aujourd'hui, par exemple, je crois que le Danemark, il y a quelques années, avait nommé un ambassadeur auprès des GAFAM. Et vous avez un certain nombre de représentants des États auprès des grands acteurs de l'Internet. Donc vous voyez que cette notion de diplomatie est un tout petit peu mise en défaut. Et puis vous avez aussi des lobbying des grands acteurs de l'Internet auprès tant de la Commission européenne que du Parlement européen. Il en résulte d'ailleurs un certain nombre de résolutions, de règlements, etc. Donc vous voyez que ces pouvoirs régaliens des États sont mis au défi par ces grands acteurs. Et comme ils ont des moyens assez considérables, ils peuvent avoir des lobbyistes qui sont beaucoup plus présents que le sont les représentants des États. Deuxième chose, sur la finance. Vous vous souvenez que l'une des prérogatives des États, c'est de lever l'impôt. Or, il arrive qu'on passe par le truchement de ces grands acteurs de l'Internet. Alors, je vais donner un exemple. En France, par exemple, vous savez qu'on utilise les images de Google pour faire payer les taxes sur les piscines. Et puis, de même, en Grèce, il n'y a pas de cadastre et on fait confiance à Google pour établir le cadastre. Alors, on va continuer. La question de la monnaie. Vous savez que l'une des prérogatives de la souveraineté, c'est le pouvoir de battre monnaie. Il se peut qu'à certains moments, des États décident d'abandonner certains attributs de la souveraineté au profit d'un État, d'un supra-État. C'est ce qui se produit en Europe.
et pour le bien de tout le monde. Mais il y a quand même une souveraineté européenne qui est une souveraineté nationale par délégation. Mais là, je parle d'autre chose. Je parle de monnaies qui sont battues par des acteurs complètement extra-étatiques. Et bien sûr, on pense aux crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, qui échappe à toutes les régulations, et donc qui ne peut pas faire l'objet il ne peut pas y avoir de politique monétaire, ou à des grands acteurs comme Facebook ou Meta aujourd'hui, qui souhaitaient, ou qui toujours souhaitent peut-être, essayer d'avoir leur propre monnaie. Donc vous voyez, ce sont des questions extrêmement importantes. Alors je n'ai pas le temps, bien sûr, dans les quelques minutes qui me restent ici, d'exposer toutes les conséquences que ça peut avoir, mais elles sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, une crise monétaire, vous savez que par exemple le Bitcoin, la masse monétaire du Bitcoin, c'est équivalent à la masse monétaire du franc suisse. Donc vous pouvez avoir des déséquilibres majeurs liés au Bitcoin, auxquels, bien sûr, personne ne prête attention. Alors sur la justice, je vais aller rapidement, vous avez des projets de justice algorithmique, en particulier aux États-Unis, avec ce qu'on appelle la justice prédictive, qui essaye d'établir la peine en fonction de la probabilité de récidive, ce qui change d'ailleurs la notion même de justice. On peut éventuellement utiliser l'intelligence artificielle dans des phases de conciliation, ce qui est quelque chose de très intéressant. Vous voyez que ça change quand même ces outils. Et puis, il y a certaines tentatives pour établir la loi en utilisant des outils numériques, par exemple ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire l'appel à toute la population pour établir la loi. Vous voyez que c'est une façon de défier quand même le pouvoir législatif dont la fonction normalement est d'établir la loi. Donc ce ne sont plus nos représentants, c'est autre chose. Alors je vais continuer. Donc ça c'était la diplomatie, la finance et la justice. Ah oui, les normes et standards, mais nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, sur la sécurité intérieure, il y a vraiment énormément à dire. Donc d'abord, la question de l'état civil, nous avions des registres, mais ils sont maintenant numérisés et éventuellement possédés par un certain nombre d'acteurs de l'Internet. La biométrie est souvent maîtrisée par les acteurs de l'Internet. Je ne sais pas, on va en reparler tout à l'heure, mais vous savez qu'il y a une société américaine qui s'appelle Clearview qui vole. Je m'exprime de façon volontairement un peu rude, qui vole les photos que nous avons sur Internet. Clearview est partie avec 3 milliards de portraits. Elle annonçait qu'elle en avait 10 milliards en 2020 et elle a écrit dans un journal qu'elle veut en avoir 100 milliards d'ici la fin de l'année. 100 milliards par 7,7 milliards d'habitants de la population, ça fait en moyenne 13 milliards. Ça veut dire 13 par habitant. Comme il y a certains pays où il y a relativement peu de photos numérisées, ça veut dire que chacun d'entre vous a au moins 15 photos de lui, ou 20 photos de lui, peut-être plus, qui sont possédées par Clearview, qui peuvent être utilisées pour faire de la reconnaissance faciale. Et dernier point, vous vous souvenez, quand vous allez aux États-Unis, vous remplissez un formulaire dans lequel vous devez indiquer les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actif. Alors, le secret des communications, c'est une vieille question, et vous voyez qu'aujourd'hui, des acteurs mettent au défi les États, c'est-à-dire qu'ils imposent un secret aux États. C'est le cas de Google, c'était le cas de Télégraphe, etc. Alors, je ne rentre pas dans le détail, parce que ça prendrait du temps. On va insister. La police prédictive utilise les techniques d'intelligence artificielle pour le déploiement des forces de police. La surveillance, avec la reconnaissance faciale et le crédit social, par exemple, en Chine. La censure, alors on n'aime pas aujourd'hui le terme de censure, on appelle cela de la modération, mais ce que nous avons appris ces dernières années, pour des générations comme la mienne, qui étaient friands de liberté, c'est que cette utopie de la communication libre avait des limites et qu'il est nécessaire d'imposer des restrictions. Sinon, on va avoir à faire des discours faux, des discours de haine, des discours violents. Et bien sûr, c'est une question extrêmement délicate de savoir comment établir cette censure. Et vous savez que en France, par exemple, nous avions eu au moment, à un certain moment, le projet d'avoir une loi qui confiait aux réseaux sociaux la fonction de censurer. Et bien sûr, cette loi, c'est la loi qui s'appelle la loi Avia, du nom de la députée qui s'en est chargée. Or,
le Conseil constitutionnel a refusé cette loi au prétexte, et en fait il avait tout à fait raison, que ce qui était dangereux, c'était pas le fait qu'on ait une censure, c'est le fait de la confier à des acteurs privés. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette question de souveraineté. Alors je vais aller très rapidement sur les questions de défense. Il y a eu tout un tas de débats sur ce qu'on appelle les laws en anglais, ou en français les SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes, et ça pose tout un tas de questions. Je ne vais pas, parce que j'ai pas trop le temps, la guerre en Ukraine, bien sûr. Je vais donner un exemple peut-être qui moi m'a beaucoup traumatisé. La société Clearview dont j'ai parlé tout à l'heure, qui collecte toutes ces images sur les réseaux sociaux, a décidé d'utiliser ces technologies et les donner gratuitement pour aider les Ukrainiens. Et bien sûr, comme beaucoup d'Européens, nous y sommes favorables. Mais en même temps, la façon dont ils veulent utiliser ces nouveaux systèmes d'armes sont assez inquiétants. L'idée, c'est d'utiliser la reconnaissance faciale pour reconnaître automatiquement les espions russes, parce qu'on pourrait les identifier, pour, lorsque des soldats russes sont faits prisonniers, diffuser leurs images sur les réseaux sociaux, ce qui est une forme d'humiliation qui va à l'encontre des protocoles, des règlements de Genève. Et puis pire, utiliser l'image des soldats russes morts pour les envoyer directement aux familles de façon... c'est une forme de profanation de l'image de la mort, ce qui est absolument scandaleux. Donc vous voyez, c'est important de bien comprendre les problèmes que cela pose. Les questions de cybersécurité et de défense, elles ont été déjà évoquées. Alors maintenant, je vais terminer pour dire pourquoi est-ce que je crois qu'il est important d'avoir une réflexion sur la souveraineté européenne et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Alors, première chose, pourquoi ? J'ai parlé de la puissance du réseau. Ici, vous avez quelques chiffres qui me semblent éloquents par eux-mêmes. On a vu que la puissance du réseau, c'est lié au carré du nombre de nœuds. La Chine, c'est un pays qui compte 1400 millions d'habitants. Alors certes, on peut dire que parmi ces 1400 millions, il y a surtout 200 millions qui vivent dans des zones développées, mais c'est une puissance considérable. Les États-Unis, 335 millions d'habitants, plus ce qu'on appelle aux États-Unis RAW, le reste du monde. Ce qui veut dire qu'effectivement, les marchés européens sont ouverts aux Américains. Maintenant, si on compte nos pays, l'Allemagne, 83 millions d'habitants, la France, 60 millions d'habitants, ça semble très pauvre et très peu. Et si maintenant on considère l'Europe, nous avons 446 millions d'habitants, et à ce moment-là, il y a des possibilités d'avoir une industrie du numérique qui est capable de rivaliser avec les grandes industries numériques. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle il est important d'avoir une réflexion sur la souveraineté numérique européenne, ou la souveraineté européenne. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette souveraineté numérique? C'est d'abord, et ça a été dit aujourd'hui, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous sommes tous d'accord, c'est d'abord une souveraineté sur les outils du numérique, une souveraineté industrielle sur les puces, sur les ordinateurs, une souveraineté sur le stockage des données, sur le cloud, une souveraineté sur le métaverse, une souveraineté sur les systèmes d'exploitation aussi. Ça n'a pas été mentionné, mais je crois que c'est quelque chose qui serait extrêmement important d'avoir une réflexion là-dessus. Et puis une souveraineté sur ce que j'appelle les organismes informationnels, ou ce qu'on a appelé les plateformes, c'est-à-dire les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des plateformes et des réseaux sociaux étrangers. Puis éventuellement, une réflexion sur les monnaies non souveraines, comme les crypto-monnaies. Ça mériterait, je crois, d'aller un peu plus loin. Et je voudrais ajouter à ça quelque chose qui n'a pas été mentionné. Vous savez, quand j'ai mentionné tous les attributs de la souveraineté, j'ai parlé des attributs régaliens, mais il y a des attributs non régaliens. Et en particulier, il y a les questions d'éducation. L'une des limitations que nous avons aujourd'hui en Europe pour les industries du numérique, c'est le nombre de personnes formées au numérique. En France, en tout cas, je crois qu'on comptait qu'il manquait 160 000 personnes formées au numérique. Je pense qu'en Allemagne, il y a aussi des problèmes comme ceci. Et donc, je crois qu'il y a un effort considérable à faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement supérieur au numérique. Et puis, dernier point qui a été mentionné, et j'abonde tout à fait dans ce sens, ce sont les normes et les standards. Elles sont tout à fait essentielles pour imposer une vision européenne. Nous avons parlé d'abord des standards techniques, où il faut que les Européens puissent être présents. On sait que, pour des raisons
pratique, c'était d'abord les Américains qui ont été présents, et puis aujourd'hui, les Chinois essayent de s'imposer dans l'établissement de normes techniques. Il faut que les Européens puissent le faire. À mon sens, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut des moyens. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, ensuite, on a parlé du règlement général pour la protection des données, qui est extrêmement important. Mais en même temps, il faut bien comprendre que ce règlement a besoin à la fois d'être traduit dans les droits nationaux, et puis d'autre part, il faut, et ça a été dit tout à l'heure, il faut que l'on puisse avoir des normes qui ne brident pas l'innovation dans les petites sociétés, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis on a parlé aussi, et c'est effectivement un grand succès, du DMA, Digital Market Act, et du DSA. Et c'est effectivement très important, mais il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas simplement d'avoir une décision politique, il faut essayer de traduire ça de façon concrète. Et par exemple, pour mettre en œuvre le Digital Service Act, il faut des outils algorithmiques qui soient capables d'établir une censure de façon automatique, c'est-à-dire d'être capable de filtrer les messages qui sont problématiques. Alors, je crois que tout ça, ce sont des directions de recherche qui sont ouvertes, mais il faut qu'il y ait des moyens extrêmement importants pour leur permettre de se réaliser. Et puis je voudrais terminer, et ce sera mon dernier transparent, j'espère pas trop fin, c'est que la régulation, donc, dont nous avons vu qu'elle est extrêmement importante pour que l'Europe puisse imposer une voie dans le monde aujourd'hui, mais cette régulation, ça n'est pas la même chose que la souveraineté. Et la régulation des plateformes donc, est nécessaire. Ici, vous avez une photo de Barack Obama qui, le 21 avril dernier, a expliqué qu'effectivement, il était nécessaire d'imposer des limites aux plateformes. C'est d'autant plus important que vous vous souvenez que Barack Obama avait énormément bénéficié des outils numériques pour se faire élire lors de sa première élection. Il a compris 10 ans, 15 ans après, plutôt, les problèmes que ça pouvait poser. Deuxième chose, les normes et les standards ne sont pas des lois. Dans une démocratie, le pouvoir souverain appartient au peuple par l'intermédiaire de ses représentants. Or, les standards et les normes sont établis par des groupes qui sont constitués de différents acteurs. Ce ne sont pas les représentants du peuple. Et ici, vous avez une photo de Michel Foucault qui a beaucoup insisté sur cet aspect-là, et je crois que c'est extrêmement important. Les standards, les normes et la régulation sont des instruments de la souveraineté. Il faut bien sûr s'en souvenir, mais ce n'est pas la souveraineté. La souveraineté donc, ne peut pas être réduite à la régulation, et donc la maîtrise effectivement de l'industrie, des organes informationnels, c'est-à-dire des plateformes, est nécessaire pour assurer la souveraineté numérique et la maîtrise des régulations aussi. Merci beaucoup, et je vous prie d'excuser d'avoir été un peu long.